Le Monde aujourd'hui. À Washington. Bonsoir à tous et à toutes, à ce micro Mohamedou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 18 avril 2023. Il est 17h30 temps universel, voici le sommaire. 4e jour du conflit au Soudan, la capitale Khartoum secouée par des tirs et explosions alors que les hostilités ont déjà fait près de 200 morts malgré les multiples appels à un cessez-le-feu. À suivre l'interview exclusive de Noureddine Sati, ancien ambassadeur du Soudan aux États-Unis. Ils ne voient pas de mal à faire cela à partir du moment où ils vont, disons, atteindre leurs objectifs, c'est le contrôle du pouvoir et le contrôle de l'argent. Paul Kagame est arrivé lundi soir en Guinée pour la 3e étape de sa tournée en Afrique de l'Ouest. Les autorités tunisiennes ont fermé les bureaux du mouvement Ennahda au lendemain de l'arrestation de son chef, Rached Ghannouchi. Ici aux États-Unis, la Cour suprême examine le dossier d'un facteur chrétien qui refuse de travailler le dimanche pour des raisons religieuses. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques, Tanzaniens et Australiens ont signé lundi des contrats d'une valeur de 667 millions de dollars pour l'extraction de minéraux et les sports avec les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Mais pour commencer, le journal. Au Soudan, des raids aériens et rafales de tirs se poursuivent au 4e jour d'une lutte entre généraux au pouvoir qui ignorent les appels internationaux de plus en plus nombreux à cesser les hostilités après environ 200 morts. Le point de la situation avec Jacques Aristide. Au pied des immeubles habités, des paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo déchargent leurs mitrailleuses lourdes vers le ciel face aux avions de l'armée qui tentent de viser leurs QG disséminés dans tous les quartiers. Ces raids aériens ont déjà frappé 4 hôpitaux à Khartoum. Dans tout le pays, 16 hôpitaux sont désormais hors service d'après des médecins. Mais les appels des ministres des Affaires étrangères du G7, de l'ONU et des États-Unis à mettre immédiatement fin à la violence n'y font rien. Des hommes en treillis continuent de faire régner la terreur à Khartoum, tandis que les raids aériens de l'armée touchent des zones densément peuplées. Ce mardi, le général Daglo a dit avoir approuvé un cessez-le-feu de 24 heures. Une déclaration de la rébellion visant à dissimuler sa défaite imminente a aussitôt déclaré l'armée sous le commandement du général Abdel Fattah al-Burhan qui dirige le pays depuis le putsch de 2021. Le grand voisin égyptien, lui, multiplie les initiatives pour un retour à la table à des négociations, le président Abdel Fattah al-Sisi convoquant un conseil de défense inhabituel. Les habitants, eux, sont en majorité cloîtrés chez eux, sans électricité ni eau courante, et voient le stock de nourriture fondre. La Croix-Rouge et l'Organisation mondiale de la santé demandent aux parties belligérantes de garantir l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin. Au Soudan du Sud voisin, plus de 2,6 millions de personnes, soit près d'un quart de la population, ont été touchées par les inondations qui ont frappé ces 4 dernières années leur pays, selon un rapport conjoint publié aujourd'hui par l'ONU et la Commission sud-soudanaise de secours et réhabilitation. Selon ce document réalisé entre octobre et novembre 2022, les inondations ont eu un impact catastrophique sur l'ensemble des 10 États formant ce pays fédéral. Des routes et des ponts ont été emportés, des établissements de santé abandonnés ou détruits, des cultures et des pâturages submergés, des familles dévastées et des parents séparés de leurs enfants, a également écrit le président de la Commission. Au Nigeria, une trentaine de civils ont été tués samedi lors d'une attaque à Runji, un village de l'état de Kaduna, par de présumés éleveurs Peul. Les assaillants ont ouvert le feu sur les habitants et incendié des maisons alors que les gens tentaient de fuir, selon Francis Sani, un administrateur local. Les assaillants, qui sont sans aucun doute des bergers Peul, ont également incendié plus de 40 maisons du village avant de devoir faire face à des soldats et des miliciens qui ont été alertés, a-t-il précisé. Dans cette région du Nigeria, les violences intercommunautaires sont fréquentes entre bergers se disputant l'eau et des prairies.
En Guinée, le président rwandais Paul Kagame poursuit à Conakry une visite de 48 heures. Il a été accueilli lundi soir par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Les deux hommes ont procédé ce mardi à l'inauguration d'un échangeur dans la haute banlieue de la capitale. Depuis Conakry, la correspondance de Zakaria Kamara. C'est une visite dans le cadre de la coopération Sud-Sud, mais aussi l'aboutissement d'une diplomatie, a indiqué le porte-parole du gouvernement guinéen à quelques heures de l'arrivée de Paul Kagame à Conakry. Le président rwandais et son homologue de Guinée ont été salués ce mardi par une foule massée le long de la route, les conduisant à Kagbélé, à plus de 30 km de Palais Mohamed V. Les deux présidents n'ont fait que quelques minutes, le temps de couper le ruban inaugural. Le cortège présidentiel quitte ensuite la cérémonie après avoir dévoilé le nom de l'édifice, désormais appelé échangeur Paul Kagame. Les autorités guinéennes affichent une volonté de s'inspirer du modèle rwandais dans plusieurs domaines. La signature de plusieurs accords est prévue à la fin de cette visite, la première de Paul Kagame en Guinée depuis la prise du pouvoir par les militaires le 5 septembre 2021. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry. Human Rights Watch a dénoncé ce mardi des restrictions croissantes imposées aux associations et aux ONG locales et internationales en Libye, évoquant dans un communiqué des interdictions d'opérer. Selon l'organisation humanitaire, une circulaire du 21 mars du chef du gouvernement d'unité nationale, l'exécutif basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, interdit aux ONG locales et étrangères d'opérer sur le territoire libyen tant qu'elles n'ont pas régularisé leur statut juridique en accord avec une loi draconienne adoptée en 2001 par le régime de Muammar Kadhafi. Human Rights Watch demande la levée de ces restrictions, notamment la suppression des frais d'enregistrement et d'administration onéreux pour que les associations civiles soient libres d'opérer sur le territoire libyen. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. En Tunisie, les autorités ont fermé les bureaux du mouvement islamo-conservateur Ennahda sur l'ensemble du territoire au lendemain de l'arrestation de son chef Rached Ghannouchi. Les détails avec Nani Talani. Une force de police s'est présentée dans le siège principal du parti à Tunis et ordonné à tous ceux qui s'y trouvaient d'en sortir avant de le fermer, a déclaré Riyad Chaibi, l'un des dirigeants d'Ennahda. La police a aussi fermé les autres bureaux du parti partout dans le pays, a-t-il souligné. Selon M. Chaibi, deux autres responsables d'Ennahda, Mohamed Goumani et Belkacem Hassan, ont également été arrêtés lundi soir. L'Union européenne dit suivre avec beaucoup d'inquiétude les informations concernant la fermeture du siège d'Ennahda à Tunis et l'arrestation de M. Rached Ghannouchi lundi. Rached Ghannouchi aurait affirmé ce week-end que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si l'islam politique dont est issu son parti était éliminé. Son arrestation serait liée à ces déclarations, selon une source au ministère de l'Intérieur citée par les médias tunisiens. Ici aux États-Unis, la Cour suprême examine le dossier d'un facteur chrétien qui refuse de travailler le dimanche. Elle pourrait en profiter pour agrandir la place de la religion dans la sphère professionnelle. Rosine Mounezero. La haute juridiction entendra pendant 1 heure les arguments des parties et devra rendre sa décision avant le 30 juin. Gerald Groff, un chrétien évangélique, a commencé à travailler pour les services postaux en 2012. En 2019, il avait démissionné et porté plainte pour discrimination religieuse. Après avoir perdu en première instance, puis en appel, il s'est tourné vers la Cour suprême. En acceptant de se saisir du dossier, la Haute Cour a laissé entendre qu'elle n'était pas satisfaite des précédents jugements. Selon les experts, elle pourrait profiter de ce débat pour revoir sa jurisprudence en matière de religion au travail. Une loi fédérale de 1964, amendée en 1972, interdit les discriminations religieuses dans la sphère professionnelle et oblige les employeurs à chercher des aménagements pour satisfaire les convictions de leurs employés, tant que cela ne représente pas un fardeau injustifié pour leurs opérations.
Les députés russes ont voté ce mardi une série d'amendements alourdissant les peines prévues dans le cadre de la législation utilisée pour réprimer les opposants. La Douma, la chambre basse du Parlement russe, a validé en deuxième et troisième lecture ces textes prévoyant aussi de punir ce qui aide à mettre en œuvre les décisions d'organisations internationales que la Russie ne reconnaît pas. Les personnes enfreignant ces dispositions, qui semblent viser la Cour pénale internationale, à l'origine en mars d'un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, ou aidant les organismes gouvernementaux étrangers, encourant jusqu'à 5 ans de prison. La peine maximale pour haute trahison passe de 20 ans de prison à la perpétuité. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Rosine Mounezero. Le modèle agricole au Maroc, basé sur les exportations, est remis en question par une inflation record qui provoque la colère de la population. L'exécutif promet que les prix vont baisser. En attendant, la Banque centrale du Maroc a de nouveau relevé son taux directeur à 3%, la troisième hausse en 6 mois, afin d'enrayer l'inflation qui affecte les ménages vulnérables. Le gouvernement tanzanien a signé lundi des contrats d'une valeur de 667 millions de dollars avec 3 entreprises australiennes pour l'extraction de graphite et des minéraux rares. Ces accords cadres s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par la présidente Samia Suluhu Hassan pour porter la contribution du secteur minier à l'économie tanzanienne à au moins 10% d'ici 2025. Apple a ouvert son premier magasin en Inde, soulignant l'intérêt croissant du géant américain de la technologie pour le pays d'Asie du Sud. L'entreprise mise beaucoup sur ce pays de 1,4 milliard d'habitants, comptant le deuxième plus grand nombre d'utilisateurs de smartphones au monde après la Chine. Elle ouvrira jeudi un deuxième magasin dans la capitale Delhi. Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric. Bonsoir Mohamedou. Les candidats au prix du meilleur joueur africain de Ligue 1 sont connus. L'Ivoirien Seko Fofana, tenant du titre, le Marocain Achraf Hakimi ou le Congolais Chancel Mbemba figurent parmi les 11 finalistes au prix Marc-Vivien Foé, 2 meilleurs joueurs africains de la saison, dévoilé lundi et dont le lauréat sera connu le 30 mai. Élu l'an dernier, le capitaine lensois Fofana est parmi les favoris du trophée remis par Radio France Internationale, RFI et France 24 après une nouvelle belle saison où les 100 et or sont candidats au podium. Demi-finaliste de la Coupe du Monde avec les Lions de l'Atlas, le latéral du Paris Saint-Germain, Hakimi, a aussi réussi une belle saison comme le très offensif défenseur de l'OM Mbemba ou le buteur nigérien Terem Mofi, passé cet hiver de Lorient à Nice. Ancelotti met en garde le Real contre un sursaut d'orgueil de Chelsea. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a mis en garde ses joueurs contre un sursaut d'orgueil de Chelsea mardi en quart de finale de retour de Ligue des Champions après la défaite des Londoniens 2-0 à l'aller dans la capitale espagnole. Chelsea traverse un moment difficile. Je pense que le match de ce mardi peut leur offrir l'occasion de sortir de cette mauvaise passe, a prévenu lundi le coach italien. La saison dernière, au même stade de la compétition, le Real avait déjà rencontré Chelsea et gagné 3-1 à l'aller à Stamford Bridge, mais avait dû aller en prolongation à domicile pour se qualifier, défaite 3-2. Retour de Pep Guardiola au Bayern malgré un palmarès en demi-teinte. Quasiment 7 ans après son dernier match sur le banc du Bayern Munich, Pep Guardiola va retourner avec Manchester City, l'Allianz Arena, mercredi à 21h, où son passage a fait passer le Bayern dans une autre dimension, malgré un palmarès en dessous des attentes. La dernière fois que Pep Guardiola a foulé la pelouse du stade munichois, c'était le 14 mai 2016 pour la dernière journée de Bundesliga contre Hanovre et célébrer un 3e titre de champion assuré une semaine plus tôt. Enfin, l'Inter de Milan nage en plein paradoxe. Le club italien est au bord de la crise mais sera dans le dernier carré de la Ligue des Champions s'il préserve ses 2 buts d'avance contre Benfica demain mercredi à San Siro.
Son meilleur défenseur Milan Skriniar a disparu des radars. Son attaquant vedette Romelu Lukaku déçoit et son entraîneur Simone Inzaghi est sur le grill après des faux pas à répétition à championnat qui mettent en péril la qualification pour la prochaine Champions League. L'Inter n'a gagné que 2 de ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Merci Eric. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Soudan, de violents combats se poursuivent malgré les appels des ministres des Affaires étrangères du G7, de l'ONU et des États-Unis à mettre immédiatement fin à la violence. Les habitants restent cloîtrés chez eux sans électricité ni eau courante. Les morts se comptent par centaines avec des milliers de blessés alors que le système de santé est fortement perturbé. Idriss Fall a recueilli la réaction de Noureddine Sati, ancien ambassadeur du Soudan aux États-Unis. On peut éviter la catastrophe au Soudan en essayant de mettre la pression sur les belligérants d'arrêter cette guerre et de tout faire pour protéger les civils qui sont en danger maintenant permanent, qui manquent de tout et qui sont maintenant assujettis à toutes sortes d'attaques, y compris par des missiles, même dans les zones, disons, résidentielles. Il y a eu beaucoup d'appels à un cessez-le-feu immédiat, le G7, les États-Unis, l'Angleterre, l'Union africaine et même, je crois, l'Égypte et l'Arabie saoudite travaillent. Mais on a l'impression que les belligérants ne veulent pas entendre ces appels-là. Oui, parce qu'il n'y a pas suffisamment de pression, il n'y a pas suffisamment de consensus. Vous avez nommé l'Égypte, par exemple. L'Égypte a fait cavalier seul. Jusqu'à maintenant, il a fait cavalier seul. Il a appuyer l'un des belligérants contre l'autre, alors que les autres, tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'IGAD, l'Union africaine, les Européens, les Américains sont en train de travailler pour avoir un règlement pacifique tenant compte de la nécessité de travailler avec les deux belligérants et avec la société civile ou avec la composante civile. Les deux belligérants ne semblent pas prêts de s'arrêter. Vous savez, ce n'est pas surprenant. Si vous examinez l'historique de ces deux belligérants, ce sont des criminels de guerre. Ils ont commencé cette guerre au Darfour et maintenant ils l'ont transférée à Khartoum et dans les autres zones urbaines. On peut dire maintenant que ce sont les populations civiles qui sont les plus gros perdants. Bien sûr, c'est les populations civiles, c'est le Soudan, c'est le processus politique, le processus démocratique qui sont le perdant. Mais maintenant, ce qui est vraiment urgent, c'est d'essayer de venir à l'aide à la population civile en arrêtant cette guerre, parce que ces gens-là n'ont aucune conscience. À force qu'ils ont, pendant des années, des décennies, je dirais même, disons, lancé des guerres contre les civils, et ils trouvent ça tout à fait normal. Ils ne voient pas de mal à faire cela à partir du moment où ils vont, disons, atteindre leurs objectifs, c'est le contrôle du pouvoir et le contrôle de l'argent. Le pouvoir et l'argent. C'est tout ce qu'il... Le général Burhan ou bien Hemeti? Tous les deux. Moi, je mets tous les deux dos à dos. Je fais la distinction entre une armée supposée être nationale et une milice qui a été intégrée dans cette armée par les responsables de l'armée eux-mêmes, que c'est le Bachir, et puis après lui, c'est Burhan, qui ont cautionné cette milice et qui l'ont intégrée au sein des forces armées, tout en laissant d'avoir son propre commandement. C'était Noureddine Sati, ancien ambassadeur du Soudan aux États-Unis. Il était joint par Idriss Fall.
4e jour des combats au Soudan, les habitants sont en majorité cloîtrés chez eux, sans électricité ni eau courante, et voient leur stock de nourriture s'épuiser. Les rares épiceries ouvertes préviennent qu'elles ne tiendront plus longtemps sans réapprovisionnement. Pour évoquer la situation sur place, Eric Manirakiza a joint à Khartoum Germain Mouehou, porte-parole du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Au 4e jour des combats, la situation est très préoccupante. La situation sur le plan humanitaire est très préoccupante parce que ça fait 4 jours que les populations civiles ne peuvent pas sortir de leur maison. Les combats se déroulent en pleine ville avec des bombardements aériens de temps en temps. Donc c'est très risqué, très dangereux pour la population civile de sortir. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui bloquées à l'aéroport de Khartoum, les personnes qui étaient en train de voyager le samedi et qui sont bloquées à l'aéroport jusqu'à maintenant, des étudiants qui sont bloqués dans leur home à l'université de Khartoum et plusieurs autres personnes qui ne peuvent pas bouger de leur place où elles se trouvaient au moment du début des affrontements. C'est une situation très difficile dans laquelle se retrouve la population à Khartoum, mais aussi dans plusieurs autres villes du pays. C'est vrai que c'est plus grave à Khartoum, mais ce n'est pas seulement Khartoum où on vit cette situation. Est-ce que les humanitaires peuvent atteindre toutes ces populations en détresse? Malheureusement, ce n'est pas encore le cas, à cause justement du fait que les combats se déroulent dans la ville et que les humanitaires n'ont pas reçu les garanties de sécurité de la part des parties concernées pour pouvoir travailler et apporter assistance aux personnes qui sont dans le besoin. Jusque présentement, ce n'est pas encore le cas. C'est la raison pour laquelle, il y a 2 jours, le CICR avait lancé un appel à toutes les parties impliquées dans les combats, leur demandant de respecter les principes de base du droit international humanitaire qui disent que en cas de conflit, en temps de combat, les parties au conflit ont l'obligation de protéger la population civile, de faciliter le travail des humanitaires, de faciliter le déplacement des ambulances et du personnel de santé, mais également de traiter les personnes détenues avec humanité. Il y a un problème d'eau. Est-ce que les populations parviennent à s'approvisionner? On a vu sur les photos des files d'attente. Effectivement, c'était un autre problème très important, le manque d'eau dans plusieurs quartiers de Khartoum notamment. La raison principale est liée au fait que les infrastructures qui produisent de l'eau fonctionnent avec de l'électricité. Or, le personnel qui travaille pour la maintenance de ces infrastructures ne peut pas aller travailler, ne peut pas sortir pour atteindre le lieu du travail. Donc, comme conséquence, les infrastructures qui fournissent l'électricité, dans la plupart des cas, tombent en panne et ça affecte la fourniture de l'eau à la population. Dans plusieurs quartiers de Khartoum, il n'y a pas d'électricité. Dans plusieurs quartiers de Khartoum, les populations n'ont pas accès à l'eau potable. Est-ce que c'est un conflit qui va cesser bientôt? Alors, combien de temps ça va durer, je ne suis pas le mieux placé pour le dire. J'espère néanmoins que ça va s'arrêter le plus rapidement possible, compte tenu des conséquences humanitaires désastreuses que ce conflit a sur les populations civiles. On espère juste que les parties en conflit comprendront que les populations civiles doivent être protégées et prendront les mesures nécessaires pour y arriver. Combien de temps que cela va durer, j'espère que ça va s'arrêter le plus rapidement possible. Mais ce n'est qu'un espoir de la part de l'humanitaire que je suis. C'était Germain Mouehou, porte-parole du CICR au Soudan. Il était joint à Khartoum par Eric Manirakiza. Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, gros plan sur les combats meurtriers au Soudan entre l'armée et les paramilitaires des puissantes forces de soutien rapide. La population prise au piège de ces affrontements paie un lourd tribut. De nombreux civils ont déjà péri dans cette guerre ouverte entre Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays, et son numéro 2, Mohamed Hamdan Daglo, 2 généraux à l'origine du coup d'État d'octobre 2021 et qui se disputent désormais le pouvoir. La communauté internationale a appelé à l'arrêt immédiat des hostilités. Comment en est-on arrivé là et comment ramener la paix? Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
Au Burundi, les dernières pluies diluviennes ont déjà fait au moins 6000 personnes déplacées dans la zone de Gatumba, dans la province de Bujumbura rurale, frontalière avec la RDC. Une aide gouvernementale promise aux familles n'est toujours pas arrivée. Notre correspondant Christophe Nkurunziza a rencontré quelques personnes désormais sans abri. Voici son reportage. Ils sont des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été obligés de chercher refuge sur les sites de Kinyinya, Mushaha, Muyange, dans la zone de Gatumba au sud de Bujumbura, pour être enregistrés par des agents de la Croix-Rouge sur place. Ces personnes, dont leurs maisons étaient détruites suite aux fortes pluies, n'ont plus de logis, sans nourriture, sans abri, elles vivent dans le dénuement total. Malgré leurs prières quotidiennes, rien ne s'améliore. Renova Ngendakuma n'a 51 ans, étant père de famille de 5 enfants. Nous vivons très mal, nous n'avons rien à manger parce que nous n'avons pas de travail et même l'eau a emporté les légumes lenga-lenga là où nous avions l'habitude de les cueillir et il n'y a personne qui nous aide, on est désœuvrés. L'État ne nous a rien donné jusqu'à présent, nous ne pouvons pas vivre convenablement sur ce site. Une vieille dame, Régine Naokirishiga, 63 ans, vend des tomates, aubergines et légumes sur le site des déplacés. Elle demande aux autorités de bâtir les digues séparant la rivière Rusizi et le lac Tanganyika. Ainsi, elle affirme pouvoir rentrer et reconstruire sa maison détruite par les inondations. Si les digues sont construites sur la rivière Rusizi, nous serons capables de cultiver nos champs, récolter et manger normalement. Maintenant, la rivière arrache toutes nos récoltes. Les vents violents ont détruit toutes les tentes dans lesquelles nous vivons. Nous demandons que l'État construise ces digues. Ce cri de détresse est aussi celui de beaucoup de familles démunies qui n'ont rien à se mettre sous la dent. Alexis Yamourenier est le responsable du site. La Croix-Rouge a promis qu'elle va construire 200 maisonnettes. Nous demanderons au Programme alimentaire mondial de venir en aide car les gens ici ont faim. Notre cri de détresse s'adresse aussi à tous les bienfaiteurs qui peuvent nous aider à bâtir les toilettes. Beaucoup de déplacés sur les sites de Gatumba ont demandé au gouvernement burundais de construire des digues d'aménagement de la rivière Rusizi. C'est une promesse qui sera réalisée dans un futur très proche, selon le général de brigade Anissé Nibaruta, chargé de la protection civile et gestion des catastrophes. C'est une activité qui est prévue sous le projet qu'on met en œuvre avec l'appui du PNUD, avec un montant de $350 000. C'est de l'argent qui est disponible. Selon la coordination des Nations Unies pour les affaires humanitaires, le Burundi a besoin de 194 millions de dollars pour l'assistance de plus d'1 million de personnes qui sont dans la précarité. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique. Les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI se sont tenues du 10 au 16 avril ici à Washington DC. Parmi les sujets débattus, l'implication du secteur privé, notamment dans la mobilisation des financements pour le développement des pays émergents. À cet effet, une coordination est nécessaire entre les secteurs publics et privés. C'est ce qu'a expliqué Aliou Maïga, directeur régional en charge du secteur financier à la Société financière internationale. Il est au micro d'Alexandrine Olognon. Effectivement, on vient de finir les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds. C'est des réunions importantes pour nous pour faire le point avec nos clients, mais également du secteur privé. Donc, c'est une opportunité de voir comment va le continent, quelles sont les préoccupations des gouvernements. Et évidemment, le développement d'un pays, c'est des politiques publiques, mais des investissements qui sont essentiellement du secteur privé. Donc, cette coordination publique et privée était très importante et nous pensons que le rôle du secteur privé doit continuer à augmenter si on veut changer la dynamique de développement de nos pays. Autre question urgente qui revient dans les pays émergents, c'est le renforcement des chaînes de valeur agricole, parlant de la sécurité alimentaire. Comment les institutions financières comme la SFI accompagnent ces initiatives? On a un département qui s'occupe de l'agribusiness, donc de l'agriculture primaire aux chaînes de valeur, à la transformation agricole, jusqu'à la distribution au foyer. On est impliqué avec beaucoup de sociétés sur toutes les chaînes de valeur. L'agriculture, surtout la sécurité alimentaire en Afrique est un problème important parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup importé des pays asiatiques où la productivité et le coût
certaines matières premières, telles que le riz, telles que le sucre, telles que le blé, qui vient de l'Europe de l'Est, étaient telles que l'Afrique avait peut-être intérêt à importer. Mais aujourd'hui, on voit bien que d'un point de vue économique, mais surtout d'un point de vue souveraineté économique et politique, on doit aussi avoir une base de production locale. Et donc, on travaille beaucoup avec les gouvernements et avec la Banque mondiale pour voir dans quelle mesure on peut vraiment changer cette tendance. On ne veut pas arrêter d'importer, mais on veut qu'on ait une certaine indépendance pour éviter le choc qu'on a vu avec la situation actuelle. C'était Aliou Maïga, directeur régional en charge du secteur financier à la Société financière internationale. Il était au micro d'Alexandrine Olognon. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamedou Oumfa. Ainsi va le monde aujourd'hui. Immédiatement après ce journal, un bulletin d'information présenté par John Lindon, suivi de la toute première édition de votre nouvelle émission Focus Sahel, présentée par Eric Manirakiza.